La Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'un des derniers Far West à 150 km au nord de l'Australie. La ville de Lae est la capitale économique du pays. Ici, on préfère l'appeler la cité des nids de poules. Elle a bien triste figure avec sa chaussée défoncée, ses minibus bondés et sa misère extrême. Dans les rues, l'insécurité est omniprésente et la police inefficace. Pour faire régner l'ordre, les habitants font appel à des sociétés de sécurité privées. Ces gardes n'ont pas le droit de porter d'armes à feu, seulement des arcs et des machettes. Quand ils interviennent, ils ne font pas dans la dentelle. La Papouasie a un taux de criminalité parmi les plus élevés de la planète. Dans cet entrepôt protégé derrière de hauts murs, Kevin, chauffeur routier, contrôle minutieusement son camion. En Papouasie, une simple panne peut avoir des conséquences dramatiques. Avant chacun de mes voyages, je vérifie bien que mes pneus ne sont pas usés. Car si jamais je suis obligé de les changer à cause d'une crevaison, des criminels peuvent en profiter pour m'attaquer. Des bandes de pillards qui en volent à son chargement. Des pâtes, du riz et d'autres produits de consommation courante. Des denrées qui coûtent cher en Papouasie. Allez, avance, avance, s'il te plaît, avance. Mais les bandits ne sont pas son seul souci. Bon, maintenant tout est prêt. Je pense qu'on n'aura pas de problème. Enfin, sauf s'ils se mettent à pleuvoir. C'est le début de la saison des pluies et les routes de montagne peuvent devenir vraiment impraticables. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, une île grande comme la moitié de la France, mais avec un réseau routier quasi inexistant. Seulement 3 axes, à peine goudronnés. Pourtant, le transport routier est vital pour le pays. Ici, on importe absolument tout. Les marchandises arrivent par bateau entier dans le port de Lae. Les conteneurs s'y entassent par centaines avant d'être chargés sur des camions. Comme eux, Kevin emprunte l'une des routes les plus dangereuses, la Highland Highway. Ou la route des Hautes Terres. L'highway est impitoyable. Longue de 700 km, elle traverse des régions sauvages qui ne pardonnent aucun écart de conduite. Une route qui fatigue les hommes et détruit leurs machines. Les pluies torrentielles défoncent la chaussée, emportant avec elles des portions entières de route. Sur les hauteurs, les bancs de brume piègent les conducteurs. La nuit, des bandits de grand chemin rançonnent les voyageurs. En dehors de la highway, des pistes à peine praticables. Les camionneurs prêts à affronter cette route sont rares. Alors les compagnies n'hésitent pas à les payer très cher. Kevin gagne 1 200 € par mois, 4 fois le salaire d'un professeur. Son employeur lui fournit aussi son logement, une belle maison dans un quartier coté, où il vit avec sa femme et ses 4 enfants. Vous voyez souvent vos enfants? Je les vois seulement une fois par semaine. Le reste de ma vie, je le passe sur la route. La plupart des chauffeurs, ils conduisent sans jamais penser à leur femme. Mais mon mari, lui, il prend soin de nous. Quand il est sur la route, il nous appelle régulièrement pour savoir si nous allons bien. Quand il revient, il passe du temps avec les enfants, il m'aide, alors je suis heureuse. Et quand il appelle et qu'il dit que tout va bien, je dis merci. Kevin passe plus de 60 heures par semaine au volant de son camion.
Au lever du jour, il prend la route pour Kundiawa, une ville perdue dans les montagnes. Mais son voyage commence mal. On est parti en retard. On aurait dû décoller vers 3 h du matin. Les vitres de la cabine sont solidement grillagées. Sur l'highway, c'est indispensable. On met ça pour se protéger des gens qui s'amusent à nous jeter des pierres sur la route. Parfois, ils arrivent à atteindre le pare-brise ou les fenêtres. Sans cette protection, les vitres voleraient en éclats. Avant d'attaquer la montagne, Kevin doit faire le plein de Bethel. Ces noix sont de puissants excitants. Il en consomme une 50aine par jour. Un allié contre la fatigue, mais aussi une drogue dont les chauffeurs sont tous dépendants. On mâche du Bethel pour rester éveillé et surtout pour avoir de l'énergie afin de tenir jusqu'au bout de la route. En Papouasie, la consommation du Bethel, c'est tout un cérémonial. Voilà, c'est ça la noix de Bethel. On la décortique comme ça. Ensuite, le mâcheur se munit d'un morceau de liane et d'un petit sachet de coquillage pilé. Alors on prend ça et après on le mélange avec la poudre blanche. Et quand on mâche, ça devient tout rouge. C'est ça qui nous maintient les yeux ouverts sur l'highway. C'est mieux que de boire des alcools forts. Ou encore de la bière. Malheureusement, beaucoup de chauffeurs ont tendance à boire. L'alcool fait des ravages sur la highway, comme en témoignent toutes ces carcasses rouillées le long de la route. Mais ici, quand un camion se renverse, ce n'est pas un drame, c'est une opportunité. Il y a 2 mois, il y a eu un accident ici. Les gars de Young Creek sont venus et ils ont défoncé le conteneur à coups de hache. Et ils ont volé toute la cargaison. Nous sommes dans une zone encore sauvage. Il y a seulement 50 ans, les tribus guerrières de ces montagnes vivaient totalement coupées du monde. Pas facile de tracter ces 2 conteneurs sur cette route en lacet et cette côte qui n'en finit plus. Kevin fait tout pour ménager son moteur, alors que la route se dégrade toujours un peu plus. Les parties goudronnées deviennent rares. Elles cèdent la place à une chaussée défoncée, truffée d'énormes nids de poules. C'est le pire passage ici? Pas encore, pas encore. La partie qui nous attend là-haut est terrible. On va vraiment être secoué dans tous les sens. Ici, à 1500 mètres d'altitude, les difficultés commencent vraiment. Arrivé au premier col, il faut maintenant affronter la brume. Vous voyez la route là? Ouais. Enfin, pas vraiment. Le brouillard dissimule tout. Les trous, mais aussi les autres véhicules. Dans la descente, la brume se transforme en pluie. La route devient alors extrêmement glissante. Ça glisse. Alors je suis obligé d'utiliser le frein moteur. Quand c'est mouillé comme ça, les freins ne servent à rien.
on risque de finir dans la rivière. En contrebas, un ravin de plusieurs centaines de mètres. Avec ses 36 tonnes qui poussent à l'arrière, Kevin doit négocier chaque virage pour ne pas se laisser emporter. Cela fait plus de 8 heures qu'il n'a pas lâché le volant. Il a du mal à rester concentré. Mauvais présage, cette dépanneuse. Ah, il faut que je lui demande s'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut? Ça passe avec mon camion? C'est boueux. Tu vas où? Je vais à Congo. Congo? La montée, c'est glissant, hein? Ok, je vais faire gaffe. Congo, c'est le nom de cette côte, la toute dernière avant la ville de Koundiawa, sa destination finale. Quand il pleut, elle se transforme en patinoire. La route est mauvaise. Enfin, très mauvaise. Les jours de pluie, c'est toujours comme ça. On peut vite déraper et partir dans le décor. Vous vous arrêtez pas là? Non, Impossible? non, impossible. Seule chance de passer, mettre les gaz et prendre un maximum d'élan. Hélas, le camion est trop chargé. Si je m'arrête maintenant, ça sera trop dur de repartir. Je serai obligé de redescendre en marche arrière et il faudra tout recommencer. Kevin finit la montée, le pied au plancher. On a eu de la chance. Heureusement, c'est fini. Il vient de parcourir 400 km en 10 heures. Ça y est, on est arrivé à Koundiawa. Direction le supermarché de la ville. Je suis crevé. Enfin, vraiment fatigué. Et le repos sera de courte durée. Bon, maintenant, je rentre à la maison. J'attends qu'ils finissent de décharger et je retourne à mon point de départ, la ville de Lé. Là-bas, il y a ma femme et mes enfants. Et ils vont prendre soin de moi. Parce qu'ils savent ce que j'endure sur la route. Le chauffeur repart pour 10 nouvelles heures de route en sens inverse. En tout, il va passer 20 heures d'affilée au volant de son camion. Il est près de minuit quand Kevin tombe sur un barrage. Un arbre gît au milieu de la route. Autour, des hommes armés de machettes. On est juste des villageois. On dégage l'endroit pour que les véhicules puissent passer. Car avec les fortes pluies d'hier, cet arbre est tombé. Si on fait pas ça, vous seriez obligé d'attendre les ouvriers de la province. Ça prendrait bien 6 à 8 heures avant qu'ils arrivent. Bien sûr, tout travail mérite salaire. Et la bande n'est pas prête à travailler gratuitement. Pour nettoyer cette route, bien sûr, on va demander de l'argent. Les gens nous payent et après ils peuvent passer. Kevin, lui, n'est pas vraiment dupe. À mon avis, c'est eux qui ont fait tomber l'arbre sur la route. Difficile en effet de croire que cet arbre est tombé tout seul. D'ailleurs, une fois la voie dégagée, la bande montre son vrai visage. Le racket commence. Détail amusant, c'est l'arbre qu'ils ont eu tant de mal à débiter, qui sert maintenant de barrière de péage. Voilà les flics, restez tranquilles les gars. Heureusement pour les coupeurs de route, les policiers n'ont pas l'air de vouloir faire du zèle.
On va aller parler aux villageois. Et s'ils demandent de l'argent, on va leur dire de ne pas faire payer trop cher. Moins de 2 €, ça serait bien. Si les policiers ferment les yeux, c'est qu'ils veulent avant tout éviter les débordements. Ce soir, personne ne s'en prend aux passagers, alors pour eux, ce n'est qu'un incident mineur. Ouais, puis on ne demande pas grand-chose, hein. On demande que 5 €. Ouais, on ne viole pas les femmes comme à Ouabag. Les autorités finissent par quitter les lieux et le racket continue. Après 3 heures d'attente, c'est enfin au tour de Kevin. J'ai seulement 2 € sur moi. S'ils les prennent, c'est bon. Sinon, je vais dormir ici. T'as combien? 2 €. C'est bon, donne. Kevin est soulagé. Ce soir, il ne dormira pas sur place. Et il n'a même pas eu à négocier. Ils m'ont dit, toi tu peux passer, car on te connaît. Mais ils connaissent surtout la compagnie pour laquelle ce chauffeur travaille. Ici, même les bandits évitent de s'en prendre au camion vert de la TNA, une société connue et respectée dans toute la région. À sa tête, un Français, Gérard Philippe. Installé depuis plus de 20 ans en Papouasie, il a fait fortune grâce à la highway. Makanem. Dans la langue locale, cela veut dire le seigneur, celui qui possède la terre. Ici, à Koundiawa, toutes les boutiques vertes lui appartiennent, plus d'un magasin sur 2. En quelques années, Gérard a ouvert une boulangerie, mais aussi une boucherie, et puis le premier café de la ville. Depuis, le balai incessant de ces camions rythme la vie de Koundiawa. Avec une route aussi imprévisible que la Highland Highway, mieux vaut faire du stock. Beaucoup de stock. Tout dépend du transport routier. Tout vient par la Highway. Si le transport routier n'est pas là, tout s'arrête. Surtout dans la saison des pluies, quand il y a des glissements de terrain. La route est fermée pour 3-4 jours, c'est une semaine. On a eu un grand glissement de terrain ici il y a 2 ans. La route était fermée pour 1 mois. Gérard ne se limite pas à la petite ville de Koundiawa. Il alimente toute la région et ses 300 000 habitants. Quand l'homme d'affaires se promène sur le marché, il ne s'étonne même plus de retrouver ses petits pains sur les étals des marchands. La plus grande réussite de Gérard, c'est son supermarché, du jamais vu dans cet endroit isolé. Les Papous découvrent la société de consommation et ils en redemandent. C'est bon pour les affaires de Gérard, qui n'a plus un instant de répit. OK. So you've got 2 empty containers at the warehouse, hein? Hey, you sleep or you drunk or... Dans l'arrière-boutique, des jeunes femmes comptent la recette des derniers jours. Voilà ce que rapportent les 7 commerces de Gérard. Ça peut aller jusqu'à 1 million ou 1,5 million, quelque chose comme ça. On fait le convoyage de fonds nous-mêmes avec la voiture. Il y a un peu de tension là quand tu dois faire ça, quoi? Oh, on prend nos mesures de sécurité nous-mêmes. Hein. On change notre routine, on ne fait pas toujours la même chose. Et puis, on garde nos yeux ouverts. Garder les yeux ouverts ne suffit pas. On se prépare quand on va là-bas. Gérard garde son semi-automatique chargé et prêt à tirer. Direction, la seule banque de la ville. Le trajet ne prend que quelques minutes, mais pas question de relâcher la tension. Il ne faut pas s'endormir. Il faut bien regarder regarder dans le miroir, derrière, sur la gauche, sur la droite, devant, s'il n'y a rien qui est suspicieux, et puis on y va. C'est le signal. Il faut être rapide. L'argent est aussitôt mis en lieu sûr. Le chiffre d'affaires annuel de TNA flirte avec les 30 millions d'euros.
Des banques, des supermarchés, des routes, la Papouasie est en train de changer, même dans ses contrées les plus reculées. Ici à Gouminé, c'est un grand jour. On fête l'arrivée de l'eau potable. Ministres, gouverneurs, préfets, tous les officiels ont fait le déplacement pour célébrer l'événement. Parmi eux, Gérard. Après la traditionnelle cérémonie d'accueil, la foule se dirige vers la place principale pour inaugurer le tout premier robinet de Gouminé. Gérard a droit à tous les honneurs. Il a même sa place à la tribune. Cet aventurier a baroudé à travers toute la planète avant de débarquer ici, dans les années 90, pour devenir pilote. Pendant 16 ans, il a survolé le pays, bravant la mort aux commandes de son avion. Viens voir la vue, là, ici. C'est une vue extraordinaire. Tous ces endroits-là, j'ai volé partout, entre toutes ces montagnes, tous les jours. Il ne faut pas pousser la chance. Donc, je crois que 16 ans, c'était assez. Puis j'ai enterré des gens qui ne sont pas arrêtés parce que c'est une matière de statistique. Hein. Un jour, quelque chose va arriver. L'avion, l'unique recours pour des centaines de villages isolés dans la jungle. Beaucoup de pilotes y ont laissé la vie. Les carcasses de leurs appareils gisent un peu partout, comme de sinistres avertissements. Le climat tropical est imprévisible. À tout moment, les conditions météorologiques peuvent se détériorer. Mais il y a toujours quelques têtes brûlées pour affronter le ciel de Papouasie. Antoine, un jeune néo-zélandais, compte déjà plus de 1000 heures de vol au-dessus du pays. Ce matin, pourtant, il hésite à partir. Les nuages sont très bas. Il y a de la pluie et la visibilité est faible dans ce coin-là. C'est très difficile d'y aller, surtout quand il faut piloter sous la pluie. Et avec ce gars ici, le directeur des opérations, on va devoir prendre une décision si on y va ou pas. On attend les informations des contrôleurs aériens. Et si la pluie continue? Oh, ça je ne sais pas. Ce n'est pas un super endroit où voler par mauvais temps. On a la radio ici, alors on peut appeler tous les postes dans les montagnes et avoir des informations sur le temps. Mais le service météo ici n'est vraiment pas terrible. Et vous pensez pouvoir voler ou pas? Oh, probablement. À la première éclaircie, Antoine tente l'aventure. Il transporte du riz, des biscuits, de la farine pour les habitants de Kentiba. Ce village n'est qu'à 40 minutes de vol, mais c'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès. Le problème, ça va être de réussir à passer cette chaîne de montagnes qui se dresse en face de nous. C'est un passage vraiment dangereux, surtout par mauvais temps. Le risque, ce sont ces nuages qui s'amoncellent juste au-dessus des montagnes et masquent les reliefs. Quand il y a une succession de montagnes et de vallées comme aujourd'hui, il y a toujours un risque de collision. C'est la seule chose. Il faut prendre en compte la météo et l'état des pistes d'atterrissage. Et dans ce cas, il n'y a rien à craindre. Enfin, à part s'écraser. Il y a beaucoup de crash dans ce pays. Sous les nuages, la visibilité est bonne. Antoine se faufile entre les crêtes. Cette minuscule bande de terre au loin, c'est la piste de Kentiba. Il
Il a plu ce matin, le terrain est boueux et glissant. À tout moment, l'avion peut partir dans le décor. À Kentiba, l'arrivée d'un avion, c'est un événement très important. Nous n'avons pas d'autres moyens de transport, seulement l'avion. Nous n'avons pas de route pour des voitures, des bus ou quoi que ce soit d'autre pour descendre de la montagne. Ici, nous sommes totalement isolés. La plupart des gens ne sont même jamais montés dans un véhicule. Ils ne se sont jamais assis dans une voiture ou dans un bus. Ici, bien sûr, aucun hôpital. Il n'y a que Sami, le seul infirmier pour toute la région. Quand quelqu'un est gravement blessé ou malade, si c'est une urgence et que la personne peut mourir, on les amène à Kentiba. Ici, c'est le seul endroit où un avion peut atterrir et récupérer le malade. Si le vol est retardé, alors le malade meurt. Encore faut-il que le malade puisse s'offrir le billet. Il coûte près de 120 €. Ici, la plupart des habitants vivent avec moins de 30 € par an. Antoine ne sera resté que quelques minutes. Une autre communauté l'attend ailleurs, sur une autre montagne. Nous sommes de retour sur la highway, juste après Kundiawa. Ce camion doit livrer 2 machines de chantier au puits de pétrole de Moro, 300 km plus à l'ouest. La route s'arrête là-bas, au beau milieu de la jungle. Au volant, c'est Billy. Son convoi est exceptionnel, alors il ne voyage jamais seul. La voiture escorte de Bart lui ouvre la voie. La route est mauvaise, fais attention. Ralentis. Sur l'highway, tous les chauffeurs se connaissent. Un routier prévient Billy par radio qu'il y a un problème plus loin sur la route. Mais enfin, la route est bonne. De quelle route bloquée tu parles? Billy, ils disent quoi? La route est abîmée ou pas? Ouais, ils parlent de problème à Kopena. On y est dans une demi-heure, on verra bien. Juste avant Kopena, une voiture de police est là pour arrêter les camions. Billy va aux nouvelles. Sur toute une partie de la route, il y a un gros trou. Un énorme trou en fait. Alors pour les gros camions, c'est impossible de passer. Ils ne peuvent pas. En plus, s'il y en a un qui se renverse, il bloquera toute la circulation. Pour l'instant, le véhicule de Billy va devoir rester ici. D'autres camions sont déjà arrêtés près de ce petit café en bord de route. Une aubaine pour les tenanciers. Je vends du café, des biscuits, du bétel, des clopes. Dans cet endroit reculé, on n'a pas beaucoup l'occasion de s'amuser. Pour les hommes du village, c'est aussi l'occasion de se faire un peu d'argent en surveillant les camions. Il y a beaucoup de voleurs dans la région. Nous sommes les propriétaires de cette terre. Ici, c'est chez nous. On fait la sécurité. S'ils viennent ici pour voler, on les coupe en morceaux. Bart et Billy laissent leur camion sous bonne garde et filent constater l'état de la route. Salut. Oh là là, ça va être dur de passer, regarde ça. Ah merde. Pour les minibus, c'est déjà dur, mais pour nous, ça sera impossible. Au milieu de la chaussée, une tranchée boueuse. Mais pas question de faire demi-tour sans un ordre officiel. Je suis avec la voiture escorte là. Je dois aller à Moro. Mais la route est bloquée. Difficile d'y aller, il y a un trou et une montée beaucoup trop glissante. Mon camion ne passera pas.
Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour ici ou on attend? Les ordres sont stricts, pas de demi-tour. Ok. Il va falloir attendre que la route soit réparée. Les minibus remplis de passagers, eux, refusent de patienter. Seuls les 4x4 arrivent à passer en force. À défaut de 4 roues motrices, les autres véhicules peuvent compter sur les bras des hommes du village voisin. Très vite, les mésaventures de ce minibus attisent la curiosité des villageoises. Après 30 minutes, il s'extirpe enfin. Ces véhicules sont le seul moyen de transport collectif en Papouasie. Mais tous n'ont pas le confort des minibus. À Koundiawa, chaque après-midi, ces pick-up sont pris d'assaut. Les habitants des montagnes ont fini leur marché et à présent, il est temps de retourner sur les hauteurs. Allez, dégagez! Poussez-vous, sinon il va vous écraser. La voiture est chargée à ras-bord. Pourtant, Paul, le conducteur, s'apprête à attaquer le plus haut sommet de Papouasie, le mont Willem. Les jeunes chauffeurs, ils ont peur de venir ici. Ils conduisent sur la highway, mais ici, en haut, jamais. C'est dangereux. Mais on a besoin de cette route pour survivre. Alors, on est bien obligé de la prendre. Cela fait plus de 20 ans qu'il fait tous les jours le même trajet avec son fidèle pick-up. Et si le levier de vitesse bouge tout seul, ce n'est pas pour autant une boîte automatique. La voiture est à l'image de la route, vieille et défoncée. La route abîme la voiture. Les trous, la pluie, les glissements de terrain. Le gouvernement ne fait rien. Tu sais, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous sommes un pays corrompu. Tout le monde s'en fout de cette route. À l'arrière, l'ambiance est plutôt bonne. De toute façon, les passagers n'ont pas vraiment le choix. C'est le seul moyen qu'on a pour monter ici. On a fait notre marché en bas, et puis on remonte. Même quand on a l'habitude, certaines choses vous surprennent toujours. Allez, faut pousser. Allez, poussez. En cas d'embourbement, les clients sont mis à contribution. Allez, remontez. Remontez, remontez. On repart tout de suite. Avec tout ce monde à l'arrière, Paul consomme beaucoup d'essence. Alors, comme il n'y a pas de petit profit, il préfère lâcher son vieux taco en roue libre dans les descentes. Quand on descend la pente, si les freins lâchent ou qu'on perd une roue, la voiture devient incontrôlable. On peut quitter la route et finir tout droit dans le précipice. En jouant à ce jeu-là, de nombreux chauffeurs ont fini leur course au fond de ce ravin, avec tous leurs passagers. Ah, regarde ça. Là, il va falloir nager. Le voyage n'a rien d'une croisière. À l'arrière, ce n'était déjà pas bien confortable, mais au moins jusqu'ici, la météo était clémente. En altitude,
la température chute très vite. Le froid s'installe avec cette pluie qui détrempe tout. Les passagers, comme la route. Heureusement, la fin du voyage est proche. Allez, descendez. Le pick-up aura mis plus de 3 heures pour parcourir seulement 50 km. À chaque voyage, Paul ravitaille aussi la petite boutique du village de Gumbogle. À 2500 mètres d'altitude, les habitants vivent difficilement de la culture du café. Le peu d'argent qu'ils gagnent, ils le dépensent ici en pâtes, en riz ou en cigarettes. Plus bas dans la vallée, nous retrouvons Billy. En attendant que la route soit réparée, il a garé son camion dans son village. Ce soir, il dormira en famille. Dépêchez-vous de faire à manger, Billy est arrivé. T'as dit aux gamins de cuisiner ou pas? Non, j'ai dit aux femmes, elles reviennent des champs et du marché. Dépêchez-vous, faites-nous à manger. Ah mon frère, ça fait vraiment plaisir de te voir. Je vois ma femme, mon frère ici, ma mère. Tous les membres de la famille sont là. Je me sens entouré. Je me sens vraiment bien. Ils prennent soin de vous? Ouais, beaucoup, regarde. Ils sont tous en train de me préparer à manger. Billy ne sera pas le seul à déguster ce festin. Tout le voisinage va profiter des largesses du chauffeur rentré au bercail. Quand je reviens ici, je leur donne de l'argent. Je les aide financièrement. Tout ce dont ils ont envie, je leur offre. Pour rapporter cet argent à la maison, Billy prend beaucoup de risques. Tiny, sa mère, est la première à se faire du souci. Je m'inquiète beaucoup. Quand il va aller, je reste debout et j'arrive pas à dormir. Je pense au Rascal, vous savez, ces bandits qui peuvent l'attaquer, le blesser ou même le tuer. Je pense aux accidents, à son camion qui peut se renverser ou tomber dans un ravin. C'est seulement quand il m'appelle pour me dire qu'il est bien arrivé que j'arrive enfin à trouver le sommeil. Il y a toutes sortes de dangers sur la route. Par exemple, si un jour, un autre chauffeur de la société renverse quelqu'un sur la route, ça devient risqué pour moi. Les gens vont m'accuser d'être responsable et quand ils me verront passer, ils vont m'attaquer avec une hache ou une machette en me disant « C'était toi ». J'aurais beau leur expliquer, ils me feront taire, ils me tueront. En Papouasie, être chauffeur routier, c'est vraiment très risqué. Pas question de s'appesantir sur ce sujet. On préfère se raconter des histoires. Ah, tu aurais dû voir ce film, salopard. Un super guerrier, mec. Rambo chope sa grosse mitraillette, il grimpe sur la voiture, et là, ta. Mec, il tire comme ça. Et ouais, mec, ça dépote. À quelques kilomètres, la guerre n'est pas une fiction. Pour une femme ou une terre, les villages entrent en conflit régulièrement. En Papouasie, les guerres tribales sont une tradition. Seulement aujourd'hui, les combats sont beaucoup plus meurtriers. Avant, on se battait avec des lances, des arcs et des flèches. Quand on était blessé, on pouvait les retirer. Aujourd'hui, on se tire dessus avec des fusils. C'est beaucoup plus dangereux. Avant, c'était une sorte de jeu. À présent, il y a beaucoup trop de morts. Ces hommes sont en guerre depuis 3 mois. Leur camouflage peut prêter à sourire, mais leurs armes n'ont rien d'amusant. Ces derniers jours, elles ont causé la mort d'une dizaine de personnes. On a des R15, on a aussi des M16, des armes faites maison, des lances, des haches et des machettes. Ces armes sont obtenues en échange du hashish que ces villageois cultivent illégalement. Quand les ennemis arrivent, moi je fais comme ça. Comme ça. Le reste de l'arsenal est fabriqué de manière artisanale. C'est nous qui fabriquons ces armes. Le tuyau vient d'une remorque de camion. Il a exactement le même diamètre qu'une balle de M16. On met la balle ici et on referme comme ça. On tourne le tuyau pour bien bloquer le canon. Quand on tire, la balle part et le tuyau reste. Pillage, viol, lynchage.
Quand ces villageois jouent aux guerriers, ils sont capables d'une extrême violence. Nos familles, tu sais, elles ne dorment plus la nuit. Au plus fort de la guerre, les autres peuvent venir et nous chasser du village. Après, ils brûlent les maisons et massacrent tout le monde. Et il dit quoi, là? Il dit « Je veux tirer sur 7 personnes. » Et cette personne, c'est notre caméraman. L'auteur de cette blague de mauvais goût n'est pas dans son état normal. Ici, on a souvent l'habitude de mélanger les armes et les stupéfiants. Alors, dans ces endroits reculés, les chauffeurs ont pour consigne de ne jamais s'arrêter si par malheur ils percutent un villageois ou une bête. Billy a repris son voyage et il a mis le turbo. Il est resté bloqué 3 jours et doit maintenant rattraper le temps perdu. Je dois garder mes yeux dans ces 2 rétroviseurs en permanence pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec la cargaison. Mais très vite, il est obligé de lever le pied. Et qu'est-ce qui fait le plus mal? Ah, ma colonne vertébrale et mes testicules. Je dois toujours mettre quelque chose en dessous, ma serviette par exemple, pour les caler. Avec tous ces nids de poules, ça secoue fort de haut en bas et je dois les protéger bien comme il faut. Alors tu sais, quand mes bijoux de famille s'entrechoquent comme ça, ah, ça fait mal. Mais il n'y a pas que le chauffeur à être malmené. À l'arrière, les 2 machines sont de plus en plus secouées. La chaîne a glissé. On va devoir la vérifier et la resserrer avant que le chargement se renverse. On va s'arrêter pour jeter un coup d'œil. La situation est plus grave que prévu. L'un des engins a déjà bougé dangereusement. Son pneu dépasse d'une vingtaine de centimètres. Les machines rebondissent constamment et cette chaîne est trop petite. Elle n'a pas supporté la pression. Les machines sont trop lourdes, la chaîne s'est rompue. Il faut qu'il la répare et qu'il la resserre bien. Pour Bart et son assistant Paul, il s'agit de resserrer tant bien que mal les chaînes. Tu la mets au milieu, tu tires et puis c'est tout. Enlève, enlève. Après 1 heure d'effort, les 2 hommes parviennent à une solution de fortune. C'est bon, on y va. Maintenant, notre chargement va bouger comme ça. Si on va trop vite, il va tomber. C'est pour ça qu'il va falloir être très prudent et conduire tout doucement. Mais quelques kilomètres plus loin, il faut encore s'arrêter en urgence. C'est sur la partie centrale maintenant. La roue s'est encore décalée. Plus grave, Bart se rend compte que l'autre machine a commencé aussi à bouger. À l'arrière, t'as regardé? Ouais, c'est dangereux là aussi. Ok, attends. Tire-le. Fais attention, vérifie régulièrement. Oui, oui, je regarde bien mes rétros. Moreau et ses puits de pétrole ne sont plus très loin, à peine 3 heures de route, mais à tout moment, le chargement peut basculer. Faudrait pas que les chaînes cassent. On serait vraiment dans la merde. Allez, t'inquiète pas, on arrive bientôt. Billy franchit enfin la porte sévèrement gardée des exploitations pétrolières de Moreau. C'est du lourd, mon pote, ça. Va falloir une sacrée grue pour décharger tout ça. Pour Billy, le travail s'arrête là.
Je me sens mieux maintenant. Tout est en sécurité. Ce voyage de 700 km devait lui prendre 3 jours. Il aura duré plus d'1 semaine. Loin de la highway et de ses camions, des files de marcheurs descendent des montagnes. Dans cette vallée reculée, tout le monde converge vers Golgmé, le village le plus important des environs. Nous sommes le 25 décembre et personne ne veut rater la messe de Noël. En 60 ans, le christianisme a envahi même les régions les plus isolées de Papouasie. C'est le père Matthew qui se charge de l'office. Après 3 heures de messe, on s'accorde certaines libertés avec la liturgie. Comme tout Père Noël qui se respecte, celui-là n'est pas venu les mains vides. Tout le monde l'attendait pour une distribution générale de sucettes. Le Père Matthew a en charge une dizaine d'églises dans la région et plusieurs centaines de paroissiens. La messe prend fin, mais pour l'ecclésiastique, pas question de repos. Là, je dois mettre de l'eau dans le réservoir. Il se prépare pour sa grande tournée des paroisses. Son principal allié pour apporter la bonne parole, c'est cette vieille Jeep déglinguée qu'il bichonne avant chaque départ. Les pistes qu'il emprunte toutes les semaines, personne d'autre que lui n'ose s'y aventurer. Mais pour ses paroissiens, le prêtre brave tous les dangers. Bah mon pote, je suis prêtre. Alors comme il y a des gens qui vivent de l'autre côté, je dois aller les voir pour leur dire la messe, les confesser. Ma vie leur est dédiée. Je dois y aller. Quand il taille la route... Hé mon frère, je vais à Guillet. Le Père Matthew n'est pas du genre à passer inaperçu. Hé, je vais à Guillet. Salut. La piste paraît impraticable, mais pas suffisamment pour refroidir les ardeurs de ce curé tout-terrain. J'adore conduire sur cette route. Au volant, le Père Matthew jubile. C'est quasiment du sport maintenant. Et c'est excitant en même temps. Il y a une grande falaise en contrebas. Si je rate la route, je ne survivrai pas. Ce serait la fin de ma vie. 20 km et une bonne heure plus tard, le Père Matthew arrive enfin. Personne ne passe jamais par ici. Alors chaque visite du prêtre est une véritable fête. Oh, c'est ton chien, ça? Comme il est mignon. Ça rentre dans mes fonctions auprès des familles et des villageois. Je dois leur montrer que je suis là s'ils ont la moindre demande ou la moindre réclamation ou quoi que ce soit à dire. Je dois en référer aux autorités pour qu'elles fassent quelque chose. Mais il y a bien longtemps que l'État a oublié ces villages perdus dans la jungle. En Papouasie,
80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ici, les habitants ont peu de chances de voir un jour un autre véhicule que la petite Jeep blanche du père Mathieu.